La haine arrive souvent en souriant, convaincue d'avoir le dessus. Dans la petite ville brumeuse de Mont-la-Roche, nichée au creux des Cévennes, où les souvenirs s'incrustent plus profondément que la gentillesse, 4 jeunes hommes s'arrêtèrent à une vieille station-service près du pont effondré. Ils pensaient avoir trouvé une cible facile. Une femme noire derrière le comptoir, seule, cheveux gris, l'air d'avoir été oubliée par le temps. À leurs yeux, Adèle Marceau n'était qu'une vieille vulnérable. Ils ignoraient qu'elle avait passé 20 ans comme instructrice de combat dans les forces spéciales, formant des unités entières à la défense rapprochée. Sous son gilet en laine et ses mains ridées, dormaient des réflexes forgés dans les flammes. Des os qui se souvenaient encore comment réagir lorsque le danger montrait les crocs. Le bourdonnement des néons au plafond rythmait les heures dans le garage Marceau. Un bâtiment étroit coincé entre la route sinueuse et une forêt silencieuse. La plupart des activités avaient déserté la ville depuis longtemps. Les usines fermées, le terrain de sport abandonné. Mais Adèle était revenue après 30 ans d'absence. Elle n'avait pas prévu de rentrer, mais lorsque sa sœur était tombée malade et que la station était passée à son nom, elle n'avait pas hésité. Ce n'était pas par sentimentalisme, mais par devoir. Elle était faite ainsi. Elle vivait seule maintenant, dans le petit appartement au-dessus de l'ancien atelier où son père somnolait jadis, avec un fusil à ses côtés, et un café refroidissant sur le rebord de la fenêtre. L'endroit sentait toujours la rouille, l'essence et le désinfectant. Chaque matin, Adèle balayait le perron, arrosait les géraniums plantés par sa nièce et ouvrait la boutique à 6 heures pile, comme sa sœur le faisait avant que le cancer n'éteigne sa voix, puis son souffle. La station était calme la nuit. 2 vieilles pompes, sous un auvent rouillé, clignotaient sous les ampoules hésitantes. À l'intérieur, les étagères penchaient légèrement, supportant des huiles moteurs, des batteries et des chips que personne n'achetait. Adèle se tenait derrière le comptoir, mains jointes, regard fixé sur les 4 écrans de surveillance. Un pick-up stationnait depuis trop longtemps près de la machine à glaçons. Personne n'en sortait. Ça lui disait tout. Elle ne bougea pas. Sa posture restait détendue, son poids réparti sur ses bottes usées. Elle respirait par le nez, calme et régulière. Les portières s'ouvrirent enfin. 4 hommes blancs, jeunes, pleins de cette assurance qu'ont ceux qu'on n'a jamais corrigés. L'un heurta le rétroviseur, un autre donna un coup de pied dans le gravier. Il riait bas, observant le bâtiment. Adèle ne s'ila pas. Elle les connaissait déjà. Elle avait croisé leur genre sous toutes les latitudes, en uniforme ou non, arrogant et convaincu d'être inoffensif. Sa main glissa doucement vers le bouton d'alerte sous le comptoir. Elle ne l'enclencha pas. Pas encore. L'intervention prendrait trop de temps, et elle ne voulait pas d'un bleu maladroit aggravant les choses. Ces types n'étaient pas là pour voler. Elle le sentait. Ils voulaient imposer, intimider, faire passer un message. Elle avait entendu les murmures, qu'elle ne faisait pas partie d'ici, qu'elle devrait vendre, que ce garage n'avait jamais été fait pour des gens comme elle. Rien de nouveau. Même poison, haute code postal. Elle ajusta sa position, fléchit les doigts, scruta le miroir d'angle pour vérifier les angles morts. Elle n'avait pas frappé depuis 5 ans. Elle n'en avait pas eu besoin. Mais certaines leçons ne s'oublient pas. Certains instincts ne prennent jamais leur retraite. Ils attendent. Les hommes entrèrent, sûrs d'eux. Celui qui menait souriait avec une arrogance paresseuse qui fit grincer les dents d'Adèle. Il portait des sweats à capuche, des bottes encore couvertes de boue rouge. L'un tenait une batte, à moitié dissimulée, juste assez visible pour qu'elle comprenne. La clochette tinta. L'air se tendit. Ils se dispersèrent, l'un vers les frigos, un autre vers l'allée des outils. Le plus grand s'approcha du comptoir. Il se pencha, haleine âcre de tabac. « Tard pour une mamie, non ?» dit-il. Elle le fixa sans ciller. « Et encore tôt pour ton dernier regret. » Il resta interdit. Derrière, un des autres fit tomber un présentoir. Les chips volèrent. Adèle sortit calmement, balai en main. En approchant, un des hommes lui barra la route. « Tu crois que t'es maligne, hein ?» Elle ne répondit pas. Elle l'évita comme une ombre. Il tenta de l'attraper. Grosse erreur. D'un mouvement fluide, elle libéra son bras, pivota et planta le manche dans son estomac. Il s'effondra. Le grand fonça. Elle esquiva, saisit son bras, détourna sa force. Il s'écrasa contre les frigos.
Le troisième chargea. Elle se baissa, balaya ses jambes, choc sec contre le carrelage. Le dernier sortit quelque chose de sa veste. Elle le désarma avant qu'il ne lève la main. Froid, rapide, précis. 30 secondes. 3 au sol. 1 en fuite. Elle resta là, respiration mesurée, corps vibrant d'adrénaline, une douleur sourde à l'épaule, une estafilade sur la tempe, mais droite, solide. Elle examina la boutique. Rayons renversés, vitrines fissurées, empreintes boueuses. Elle décrocha le téléphone. 4 hommes, 3 encore là. Je suis blessé, pas en danger. Les gyrophares arrivèrent vite. Des voisins sortirent en robe de chambre. La première à entrer fut la lieutenant Béatrice Laville. Elle avait grandi en entendant parler d'Adèle comme d'une légende. Adèle se tenait debout, bras croisés, l'œil gauche gonflé, sang coulant lentement de sa tempe. Le balai brisé contre le comptoir. « Ça va, Madame Marceau ?» demanda Béatrice. « Je respire. » Elle ne bougea pas quand les secours la prirent en charge. Béatrice fit le tour. Les 3 hommes gémissaient. 2 tentaient de se relever. L'un murmurait à propos d'un avocat. Elle n'avait pas seulement survécu, elle les avait déconstruits. Béatrice visionna les enregistrements. Aucune provocation, aucun excès, juste la discipline. L'adjoint Julien Morel arriva plus tard. Il regarda la scène, puis Adèle. « Vous dites qu'elle a fait tout ça, seule ?» Béatrice ne cligna pas. Elle aurait pu les tuer, elle ne l'a pas fait. C'est ça la maîtrise. Le lendemain, la vidéo circulait déjà. Une femme grisonnante repoussant 4 hommes avec une agilité militaire. Les images, prises par une caméra de surveillance dérobée par un riverain, montraient une précision presque chorégraphiée. Un blocage, une esquive, une projection. Pas de rage, pas de panique, juste une clarté froide. Certains la saluaient en héroïne. D'autres murmuraient qu'elle était trop vieille pour travailler seule la nuit. Un chroniqueur de la radio locale évoqua la vieillesse en guerre contre l'oubli. Un conseiller municipal proposa de lui décerner une médaille. Elle s'en moquait. Aucun entretien. Aucun poste. Je faisais juste mon travail. Ils ont fait une erreur. Elle n'avait rien à prouver, ni à excuser. Les jours suivants, des clients vinrent la remercier. Certains apportèrent des fleurs, d'autres des gâteaux. Une vieille dame, muette depuis des années, la prit dans ses bras en pleurant. Un ado du quartier offrit une plaque gravée, zone protégée par Madame Dell. Des enfants dessinèrent Adèle brandissant un balai comme une épée. L'un écrivit « Ninja du balai ». Un autre ajouta une cape rouge. Elle accueillait tout ça avec un sourire discret. Un hochement de tête. Une tape sur l'épaule. Elle n'aimait pas les effusions, mais elle gardait chaque dessin. Plié avec soin, rangé dans une boîte derrière le comptoir, entre les gants de travail et les clés du dépôt. Elle était de retour au poste 3 jours plus tard. Pas un mot de plus que d'habitude. Juste un petit panneau sur la vitre. Ouvert. Pas invincible, juste tenace. Puis le message arriva. Une semaine plus tard, à l'arrière du bâtiment. En lettres noires, grossières, à la peinture industrielle. On reviendra, Adèle. En dessous, une corde barrée de rouge. Symbole étrange. Mi-menace, mi-code. Les jeunes du quartier la virent les premiers. L'un d'eux courut la prévenir. Elle sortit sans un mot, observa la fresque sinistre, puis retourna chercher un seau et une brosse métallique. Les voisins la regardaient faire, silencieux. Certains voulaient appeler la police. Elle leva la main. « Non. S'ils veulent envoyer un message, moi aussi. Je nettoie. Je reste. » Béatrice insista pour qu'elle parte. « Tu dors ici, tu travailles ici. S'ils reviennent, tu seras seule. Il y a d'autres centres, d'autres endroits. On peut t'aider. » Adèle se redressa, posa la brosse sur le rebord du seau, essuya son front couvert de sueur et dit, les yeux dans les siens, « Je ne fuis pas devant des lâches avec de la peinture. » Elle renforça la sécurité, doubla les caméras, installa une génératrice, des détecteurs. Chaque zone morte devint un piège. Elle s'entraînait à l'aube derrière le garage, son corps vieillissait. Elle adaptait. La douleur forgeait la patience. Elle ne se cachait pas, elle se préparait. La deuxième attaque arriva à 2h11. Brouillard épais, 6 hommes, un visage familier, le grand. Ils contournèrent le bâtiment, essai de porte, détecteur, lumière pleine de puissance. Ils figèrent. Adèle surgit, matraque en main. Le premier attaqua, elle le frappa au genou. Le second, coude dans la mâchoire. Le troisième brandit une chaîne. Elle le désarma et le projeta au sol. Un fuite. Un autre sortit une arme. « Tu ne veux pas savoir ce qu'il se passe si tu tires. » Il partit.
Le chef tenta une attaque par derrière. Elle le renversa, le plaqua, le neutralisa. Il jura, dit qu'elle n'avait rien changé. Elle le frappa une dernière fois. Juste, froid. Béatrice arriva avec renfort. Ils découvrirent du matériel, des radios, des empreintes. Adèle avait tout filmé. « Je suis blessé, je suis en vie, je tiendrai jusqu'à ce qu'on m'aide. » Les fédéraux suivirent, pas à cause de la presse, à cause de ce que Béatrice trouva, nom effacé, arrestation disparue, une ancienne société militaire, Dorsal Sécurité. Adèle les connaissait. Fallujah, checkpoint d'Alayan, mercenaire sans insigne, sans limite. Elle avait témoigné une fois. Derrière un écran, voix modifiée. Des informateurs disparus, la confiance brisée. Ils étaient de retour, sous d'autres noms, d'autres visages, à Mont-la-Roche, à recruter, à infiltrer. Charité locale, parents modèles, pas que des armes, des idées, des signaux, des infiltrations dans les écoles, les mairies, les polices. Tout éclata dans un entrepôt. Une descente de routine. Un bruit suspect dans une zone industrielle oubliée entre deux voies ferrées. Une porte métallique forcée. Une lumière qui vacille. Et derrière, l'horreur méthodique. Des pièces pleines d'armes, soigneusement classées, calibrées, numérotées. Des mannequins civils percés de balles, certains avec des visages dessinés à la main, d'autres habillés comme des employés municipaux, des caissières, des enseignants. Un sous-sol aménagé en salle d'entraînement, avec des parcours d'assaut reproduisant les ruelles de Mont-la-Roche. Et au centre, verrouillé derrière une cage en verre blindé, une série de vidéos. Marquées « Protocole A ». Pas des tutoriels. Des autopsies de gestes. Des enregistrements d'Adèle. En Irak, sur le terrain, en opération. En France, lors de formations confidentielles. À l'époque, elle formait des unités spéciales à la riposte en zone urbaine. Elle n'avait jamais su qu'on l'observait ainsi, qu'on enregistrait ses démonstrations. Chaque mouvement était décortiqué. La rotation du bassin, le pivot des appuis, le rythme respiratoire. Une voix en arrière-plan expliquait « Elle frappe sur l'instinct, mais il y a une logique. » Étudiez-la, répétez, neutralisez. Il ne l'avait pas seulement attaquée, il l'avait étudiée. Il s'était entraîné à la vaincre, et elle les avait démantelés en une nuit, avec un balai, un extincteur et 40 ans de mémoire musculaire. Ce n'était pas du hasard, c'était de la discipline, de l'ancrage, de la survie. Le réseau tomba. Pas un petit groupe, une organisation, tentaculaire, implantée dans 3 régions. Des ramifications jusque dans certaines administrations. Arrestations simultanées à Toulouse, Lyon et Colmar. Comptes gelés en Suisse, en Lituanie, au Maroc. Plans saisis, écoles ciblées, mairies infiltrées, centres de données compromis. Certains plans mentionnaient même des contre-attaques médiatiques, des campagnes de discrédit contre d'anciens agents comme elle. Le nom d'Adèle apparaissait dans plusieurs dossiers. Souligné, encadré, annoté à la main, active. Potentielle menace, risque de déclenchement. Et plus bas, priorité neutralisation ou assimilation. Opération Astre Noir, c'est ainsi qu'il l'avait appelée. Des fichiers édités, partagés, diffusés sur des serveurs obscurs, cryptés avec un système inspiré des anciens codes militaires soviétiques. Et pourtant, quelqu'un de l'intérieur avait transmis l'alerte. Un simple fichier audio, 13 secondes, dans lequel une voix tremblante disait « Il prépare quelque chose. Il parle d'Adèle comme d'un test, d'un passage obligé. S'ils échouent avec elle, ils changent de cible. » Des enregistrements secrets furent retrouvés, enterrés depuis des années. Des vidéos d'anciens camps d'entraînement fermés, où des adolescents répétaient les gestes appris via ces vidéos piratées. Des échanges cryptés révélant l'ampleur du réseau. L'idéologie derrière. La volonté de créer une force parallèle. Un État dans l'État. Et au cœur, cette obsession, la neutralisation d'Adèle, non pas comme personne, mais comme mythe. Elle devint un symbole, pas une victime, une survivante, une sentinelle, celle qu'on ne brise pas, celle qui dérange, car elle montre que tenir debout est possible. Elle témoigna cette fois, pas dans l'ombre, pas par écran interposé, à visage découvert, devant des sénateurs, des citoyens, des sceptiques, devant ceux qui autrefois l'avaient qualifiée de dangereuse, de dérangée, de menteuse. « Comment avez-vous fait ?» demanda un député au regard froid, presque incrédule. Elle répondit calmement « Je n'ai pas combattu parce que je n'avais pas peur. J'ai combattu parce que je savais ce qu'ils voulaient, et je savais comment leur en priver. » Sa voix ne trembla pas une seule fois. Derrière elle, sur les écrans,
défilaient les visages de ceux qu'elle avait aidés, protégés, formés en silence. Aujourd'hui, le garage existe toujours. Vitres neuves, murs renforcés, une fresque sur le mur arrière, une femme grise, debout, clés en main, regard levé. En dessous, une phrase peinte à la main, pas par un artiste, mais par une élève. Nous restons debout, là où il nous voulait à genoux. Une devise devenue serment. Adèle enseigne la défense personnelle au centre social. Les jeunes l'appellent Madame Dell. Elle rien, mais elles écoutent, parce que sa présence rassure, parce que son silence parle. Elle n'impose jamais ses histoires. Elle enseigne à tomber et à se relever, à anticiper, à frapper sans colère, à respirer dans le chaos, à rester humaine même dans l'urgence. Elle parle peu du passé, mais parfois, tard le soir, une élève reste après le cours. Une qui tremble un peu, qui regarde par la fenêtre trop souvent. Alors Adèle sort 2 chaises, elle tend un chocolat chaud. Elle ne pose pas de questions. Et elle attend, parce qu'elle sait. Et quand les mots viennent, elle ne les interrompt pas. Elle écoute, avec cette même intensité qu'elle mettait autrefois à décrypter les fichiers ennemis. Puis elle pose doucement la main sur l'épaule de la fille et dit « T'es pas seule. On va renforcer les murs. » Chaque soir, quand elle ferme la boutique, les clés tintant doucement, Mont-la-Roche semble un peu plus stable. Les lampadaires crépitent, les ombres reculent. Un quartier qui dort un peu moins inquiet. Parce qu'elle n'a pas seulement résisté, elle a redéfini la résistance. Et pourtant, tout aurait pu s'arrêter un jeudi soir, la veille d'un témoignage décisif devant la Commission européenne. Elle rentrait tard, le garage était déjà fermé, mais une ombre attendait, une silhouette figée sous la pluie, un homme, pas un jeune, pas un ancien, quelqu'un entre les deux, trop droit, trop immobile. Elle le vit dans le reflet d'une flaque, avant même qu'il parle. « Vous croyez que ça s'oublie, ce qu'on a perdu à cause de vous ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle déposa ses affaires, avança sans crainte. « Je ne cherche pas à vous faire oublier, je vous oblige à vous souvenir. » Il sortit une lame. Elle n'hésita pas. Son mouvement fut sec, précis. Une torsion, un pivot, une chute. L'homme gémit au sol, le bras bloqué. Elle récupéra la lame et la jeta loin. Puis elle se pencha. « Dis à ceux qui t'envoient que je n'ai pas peur de la douleur. Je l'ai déjà dépassée. » Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta debout, à la fenêtre, éveillée comme les veilleurs de jadis. Pas pour elle, pour celle qui viendrait après. Et au matin, elle alla témoigner. Écharpe nouée haut, regard limpide. Elle parla sans note, sans trembler. Le rapport final déclencha une réforme. Des lois tombèrent. Des noms furent effacés des plaques. D'autres y furent gravés. Aujourd'hui encore, dans les formations qu'elle donne, elle répète toujours la même chose en fin de séance. La violence n'est pas une réponse. Mais savoir y survivre, ça peut être une victoire. Et lorsqu'elle quitte la salle, les jeunes restent quelques minutes en silence. Comme si son absence creusait un sillage de vérité. Parce que ce que le monde avait tenté de briser, elle en avait fait une armure. Parce qu'Adèle n'a pas seulement survécu. Elle a construit une légende, à main nue,